on va voir maintenant les filtres, et on va faire un petit rappel avant sur ce que sont les tubes. Un tube, c'est donc la mise en relation du canal de sortie, le std-out, d'une commande, avec le canal d'entrée, le std-in, d'une autre commande. Et les tubes peuvent être donc mis bout à bout, donc concaténés les uns aux autres, les uns derrière les autres, sans aucune limite théorique. La commande qui se trouve à gauche d'un tube va alimenter de façon continue la commande qui se trouve à sa droite, à la droite du tube, mais cette commande qui se trouve à droite peut être elle-même la partie gauche d'un autre tube. Et ainsi de suite, la dernière commande derrière le dernier tube, fournissant le résultat final. La première commande, la toute première commande, donc celle qui se trouve le plus à gauche, c'est celle qui alimente tout le mécanisme qui se trouve derrière elle. Et la dernière commande, qui se trouve donc au bout, après le dernier tube, et comme je viens de l'indiquer, celle qui produit le résultat final attendu. Prenons un exemple avec une machine à compter les glaçons. Alors on va supposer qu'on dispose de quelques éléments qui sont les suivants. Une première machine qui est, que je vais appeler Roby, qui est un robinet, qui fournit une certaine quantité d'eau. On a ensuite une autre machine, qu'on va appeler Freeze, et qui sert à fabriquer des glaçons en s'alimentant avec une arrivée d'eau, et elle produit en sortie, on va dire sur un tapis roulant, elle produit des glaçons. Et on a une troisième machine, une machine qui s'appelle Count, et qui sert à compter des objets, peu importe les objets, elle sert à compter des objets qui rentrent dans la machine sur son tapis roulant. Avec ces trois machines, je vais les combiner à l'aide de tuyaux, de tuyaux de mise en relation de l'une avec l'autre, donc je vais appeler ça des tuyaux, des tubes, et je vais fabriquer une machine à compter des glaçons. Je mets donc en relation mes trois machines, Roby qui alimente Freeze, qui produit des choses, et qui alimente Count. Chaque machine fait donc son travail, un travail assez simple, en transformant ce qui rentre à l'intérieur de la machine, et elle produit quelque chose qui sort donc de la machine pour passer à la machine suivante. Maintenant, peut-être que Roby, notre machine Roby, elle accepte un paramètre qui est la quantité d'eau qu'on lui demande de produire. Prenons donc, modifions notre exemple précédent et intégrons ce paramètre à l'appel de Roby. Donc Roby, on va lui passer en paramètre la quantité d'eau qu'on souhaite que Roby produise, à savoir par exemple 2 litres. Ça devient donc Roby 2 litres, le paramètre à Roby, 2 litres, et on a la suite du mécanisme qui est toujours là, pipe freeze, pipe count. Et finalement, cette petite modification nous permet maintenant d'afficher, puisque le résultat final c'est l'affichage que fait count, et bien cette modification nous permet d'afficher le nombre de glaçons qu'on est capable de produire avec 2 litres d'eau. Pour les tubes, c'est exactement la même chose, mais ça fonctionne donc avec des commandes. Maintenant, peut-être qu'on a une autre machine, appelons-la pack, et dont le rôle est de mettre en paquet de n, une valeur numérique, des objets qui rentrent dans la machine, elle les met en paquet de n dans des sacs. Elle reçoit donc en entrée sur son tapis d'entrée, elle va recevoir des objets, et en sortie, elle va, sur un tapis de sortie, produire des sacs qui contiennent n éléments, et de ces éléments qui sont rentrés sur son tapis d'entrée. On peut donc modifier notre système de machine en mettant Roby 2L, donc 2 litres, pipé sur un freeze, pipé, et là je viens insérer ma machine à empaqueter, donc ma machine qui s'appelle pack, et je lui passe en paramètre 20 pour lui dire je veux que tu empaquettes des paquets de 20 objets qui rentrent sur ton tapis d'entrée. Et son tapis de sortie maintenant est rattaché à notre machine count. Donc finalement, cette modification que j'ai faite sur notre enchaînement de machines
me permet maintenant de compter combien de sacs de vin glaçons je suis capable de fabriquer avec 2 litres d'eau. Donc vous voyez que cet enchaînement de machines est relativement simple. J'ai juste modifié juste un élément, je suis venu intercaler une nouvelle machine, et les possibilités, finalement, elles sont infinies. Les filtres sont des commandes qu'on appelle des utilitaires. Alors l'exemple que j'ai donné avec notre machine à faire des glaçons, c'est un exemple, on va dire concret, une analogie avec la vie réelle, par exemple. On pourrait imaginer une succession comme ça de machines qui utilisent ce que produit une pour produire autre chose, pour modifier en fait la production, ce qu'on produit. Dans le premier cas, on produisait juste que des glaçons. Dans le deuxième cas, on se met à produire des sacs de glaçons. Les filtres, c'est la même chose, mais en informatique, et donc ce sont ce qu'on appelle des utilitaires. Ce sont des petits programmes qui font des traitements très basiques. Et l'intérêt, c'est de pouvoir les combiner entre eux pour faire des choses un peu plus complexes, comme on a vu avec nos machines. Chaque machine, freeze, pack, count, faisait finalement des actions relativement basiques, mais mises et combinées ensemble, ça nous permet de faire des choses beaucoup plus complexes. L'idée, c'est plutôt qu'avoir des commandes qui font des tâches complexes et qui vont finalement convenir à certains usages, mais qui vont être très spécifiques. L'idée est plutôt de faire des choses beaucoup plus simples, plein de petites commandes très basiques qui font des actions simples, des actions basiques, et de pouvoir les combiner entre elles avec des tubes, et afin de faire exactement, que l'utilisateur puisse faire exactement ce qu'il souhaite avec ces petites briques logicielles basiques en les combinant avec des tubes. L'idée, c'est donc d'éviter le trop spécifique. Prenons un exemple. Si j'ai une commande qui recherche dans un fichier des noms de famille qui sont positionnés à un certain endroit dans le fichier, je les extrais. J'extrais plutôt des prénoms, donc je cherche des noms de famille. Pour chaque nom de famille que j'ai trouvé, chaque nom de famille qui correspond à ma recherche, j'extrais les prénoms et je passe en majuscule ces prénoms. Donc c'est quelque chose dont on peut avoir besoin à un instant donné, et c'est pas un besoin qui est rare. On peut avoir besoin assez fréquemment de faire ce genre d'action. Mais tel que je viens de le décrire, c'est quelque chose qui est quand même un besoin très spécifique et très ponctuel, puisque je vais rechercher un nom de famille donné dans un fichier et extraire les prénoms que je vais passer en majuscule. Qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai un besoin qui ressemble à ça? Je recherche toujours des noms de famille, mais cette fois-ci, je veux plus extraire en majuscule le prénom, enfin extraire les prénoms et les passer en majuscule, mais je veux extraire le code postal de la ville de naissance de chacune des personnes ayant le nom de famille que je recherche, et de ce code postal de ville de naissance, je veux juste en extraire le numéro du département. J'ai besoin, si j'avais une première commande qui extrayait les prénoms et qui les passait en majuscule, je peux pas la réutiliser ma commande, c'est pas ça mon besoin, c'est un autre besoin. Donc je suis obligé d'avoir une nouvelle commande pour faire ça, elle est encore très spécifique et très ponctuelle. Eh bien, ce problème-là, on va le découper en petits problèmes, en petites tâches élémentaires, mais ces tâches élémentaires répondent à des besoins qui sont donc simples, mais qui sont surtout récurrents. Et des besoins simples et récurrents, on en a identifié plusieurs. Par exemple, trouver des occurrences d'une chaîne donnée dans un fichier, c'est quelque chose qui est fréquent. Extraire un champ, je parle de champ pour l'instant, on n'a pas encore vu ce qu'était un champ, on va dire une partie de texte dans une ligne, dans chaque ligne d'un fichier, extraire une portion de texte. Par exemple, le texte qui se trouve à telle position de la 10e colonne à la 15e colonne dans le texte, sur chaque ligne de texte,
extraire cette portion-là. Alors j'ai dit de 10 à 15, mais c'est paramétrable. On peut très bien dire de la position N à la position M. Donc c'est un besoin qui est très fréquent. Transformer du texte. Par exemple, transformer du texte passer tout en minuscule, ou le passer tout en majuscule, ou le capitaliser, c'est-à-dire avoir l'initiale en majuscule, le reste en minuscule. Voilà. Ce sont des besoins qui sont récurrents. Alors moi je vous dis qu'ils sont récurrents, vous allez voir que fréquemment on va avoir besoin de faire ce genre de choses. Donc ce sont des tâches finalement élémentaires, et on les appelle des filtres, parce qu'ils peuvent être combinés entre eux à l'aide de tubes. On va voir comment. Quels sont les rôles principaux des filtres? Les filtres servent donc à travailler généralement sur du texte. C'est vraiment l'usage qu'on va en avoir en TPTD, et c'est l'usage que vous allez retrouver assez fréquemment ensuite dans le monde professionnel. Donc les rôles des filtres sont principalement d'extraire des informations d'un fichier, extraire des portions de texte dans des fichiers texte, de compter des occurrences d'un texte dans un fichier, de transformer un texte, on l'a évoqué, transformer en minuscule, transformer en majuscule, capitaliser, mais il y a d'autres types de transformations qu'on peut éventuellement vouloir faire, convertir des caractères, par exemple, convertir toutes les virgules en espaces, toutes les tabulations en une série d'espaces, par exemple. On va avoir aussi besoin de trier les lignes, trier par ordre alphabétique, par ordre numérique, par exemple. Et aussi de pouvoir sélectionner du texte dans des fichiers en suivant certains critères. Dire par exemple qu'on veut extraire toutes les lignes qui ont tel mot, ou tel début de mot suivi d'un certain nombre de caractères et suivi d'un point, par exemple. Donc voilà, ça c'est déjà une série de rôles parmi les plus importants de rôles de filtres qu'on va étudier. On a aussi des filtres qui servent à travailler sur des fichiers binaires. Alors c'est un peu moins commun, on va pas trop les voir nous cette année, mais je vous donne quand même quelques exemples. On peut avoir besoin de convertir des images, dire je veux convertir des images PNG en leur équivalent en JPEG. On peut vouloir transformer des images, dire opérer une rotation, on a une série d'images, elles sont toutes prises en horizontale et on veut les transformer en verticale. On peut aussi vouloir extraire des informations d'images. Alors certains formats d'images ont des informations, notamment le JPEG, des informations EXIF, c'est le nom que porte ce format. Et ces informations, ce sont des métadonnées, c'est-à-dire que ça fait pas partie de l'image, ça ne constitue pas l'image en elle-même, les pixels de l'image, mais ce sont des informations qui accompagnent l'image et qui nous donnent des informations comme quel est l'appareil photo, la marque de l'appareil photo qui a pris la photo, quel est le diaphragme d'ouverture de l'objectif au moment où la photo a été prise, la vitesse d'obturation, est-ce que le flash était mis en fonction, la position géographique, certains appareils photo, notamment les smartphones, ont un GPS intégré, donc la position géographique au moment de la prise de photo. On a même aussi l'orientation par rapport aux points cardinaux, savoir dans quel sens on était orienté lors de la prise de photo. Bref, tout un tas d'informations, on appelle ça les informations EXIF dans une image, donc on peut vouloir extraire ces informations. On va avoir notamment aussi la date et l'heure de prise de vue, donc ça c'est pratique aussi. On peut très bien vouloir extraire ça pour tout simplement renommer l'image en insérant dans le nom de l'image, en insérant la date et l'heure de la prise de vue. On peut aussi avoir besoin de lire et d'écrire des fichiers compressés, des fichiers zip par exemple, ou sous Linux on a d'autres formats de fichiers, on a le tar, on a le gzip, qui sont d'autres formats de fichiers compressés. Enfin pour le zip en tout cas, le tar étant plutôt un format d'archive, donc c'est pas compressé, c'est juste archivé, c'est un gros fichier qui contient plein d'autres fichiers, mais qui sont pas forcément compressés. Donc ça peut avoir besoin d'extraire des fichiers d'une archive. Et on va aussi avoir des filtres qu'on appelle des filtres programmables, et là ce sont des
plus que enfin ce sont des commandes, mais des commandes quand même très sophistiquées, puisqu'elles disposent de leur propre langage de programmation, qui est plus ou moins évolué. On va avoir l'occasion de les utiliser et de les étudier. On va voir la commande awk, on va voir la commande sed, et on va voir la commande find. Et on a un autre type de filtre qui propose des paramètres très très puissants. C'est la commande grep, et elle utilise ce qu'on appelle des expressions régulières. Et là, on aura tout un cours sur cette partie-là. On va voir maintenant les types de fichiers. On a trois types de fichiers. Enfin deux types de fichiers et un autre type qui est pas tout à fait des fichiers mais sur lesquels on va travailler. On a d'abord les fichiers texte dits au kilomètre, c'est-à-dire c'est des fichiers texte qui n'ont pas une structure. C'est tout simplement par exemple le contenu d'un mail. Il est tapé au kilomètre, on peut pas prédire à l'avance, en voyant une ligne, la ligne suivante n'a pas forcément le même format que la ligne précédente. Donc c'est ce qu'on appelle du texte au kilomètre. Ensuite, on va avoir des fichiers texte structurés. Structurés, c'est-à-dire que chaque ligne ressemble à la ligne précédente et à la ligne suivante. Toutes les lignes ont le même format. Ils suivent une certaine structure. On va voir comment ils sont structurés un tout petit peu après. Et on va aussi utiliser, les filtres vont aussi utiliser non pas des fichiers, mais le résultat d'autres commandes, grâce notamment au tube, puisque le résultat d'une commande à l'aide d'un tube va servir à alimenter la commande suivante, donc le filtre suivant. Donc le filtre ne va pas lire dans un fichier, mais il va lire le résultat de la commande précédente à l'aide d'un pipe, d'un tube. Il est, surtout sur Linux, très commun de travailler sur des fichiers texte qui sont structurés, ou aussi sur des résultats de commandes, comme on va le voir. Les fichiers texte structurés, ce sont des fichiers qui généralement contiennent des lignes de texte qui sont séparées par des retours à la ligne. Alors le retour à la ligne, vous le connaissez en algo, vous l'avez vu, c'est le \n, c'est ce qui permet de ramener le curseur à la ligne suivante. Donc vous affichez du texte, vous faites un printf, votre texte \n, vous voyez que l'affichage suivant va se positionner sur la ligne du dessous en première colonne. Et ces lignes de texte, on appelle ça communément des enregistrements. Vous verrez en base de données aussi la notion d'enregistrement, donc c'est similaire, c'est pas la même chose, mais la terminologie est similaire. Donc, une ligne de texte terminée par un retour à la ligne, on appelle ça un \n, on appelle ça un enregistrement. Et sur chacune des lignes, donc sur chacun de ces enregistrements, on va trouver des entités qui sont alors elles peuvent être séparées par un caractère spécial, par exemple une tabulation, un caractère pipe, donc c'est la barre verticale qu'on connaît maintenant pour les tubes. Donc ce caractère on l'appelle ça un pipe, tout comme le tube on appelle ça un pipe. Donc on voit que c'est une barre verticale qui ressemble à un bout de tuyau. Ça peut être aussi une virgule, ça peut être des deux points, ça peut être un point-virgule. Bref, on a un caractère spécial qui, alors ce caractère est généralement choisi parce qu'il n'apparaît pas ailleurs dans les morceaux qu'il sépare. Donc on a du texte, séparateur, encore du texte, séparateur, etc. Donc évidemment le séparateur est choisi de telle manière qu'il n'apparaisse pas dans la partie texte. Sinon on pourrait plus identifier ce qui est séparateur si c'est dans la partie texte. Soit ces entités sont séparées par ce caractère spécial, soit les entités sont placées à des positions fixes sur chaque ligne de texte. Par exemple, on va dire à la colonne 1 commence le nom, à la colonne 21 commence le prénom, à la colonne 41 commence l'adresse, et puis ça sur 40 positions. Et si jamais la valeur qui est stockée est plus courte que par exemple le nom, s'il fait 20, on a prévu 20 colonnes pour le nom, si le nom en fait 12, et ben c'est généralement complété par des espaces. Ces entités, sur chacune des lignes, on appelle ça des champs.
Donc à partir de maintenant, quand je vais parler de champ, ça signifie donc chaque morceau de texte sur une ligne qui est soit une position fixe, donc de la position 1 à la position 19 on a le nom, de la position 20 à la position 29, 39 on a le prénom, etc. Ces entités-là, ça s'appelle donc des champs. Exemple de fichier structuré sous Linux, on a le fichier etc_password, c'est le fichier qui contient les utilisateurs de votre système. Et on a une ligne par utilisateur. Les champs sont séparés par le caractère 2 points. Pas 2 points consécutifs, hein, c'est le caractère 2 points. Quand on dit 2 points en informatique, c'est le caractère 2 points. Quand on fait CD avec point pour remonter au répertoire suivant, vous vous rappelez, dans l'arborescence, on dit pas CD 2 points, on dit CD point. Justement pour bien faire la différence entre 2 points consécutifs, qu'on dit point, et le caractère 2 points, l'un sur l'autre, qui est le caractère donc 2 points. On a aussi le fichier etc_crontab, qui est une liste de tâches qui sont exécutées sans que l'utilisateur soit présent devant le clavier. Et ce fichier etc_crontab, c'est un fichier à position fixe. Donc ce sont deux exemples de fichiers structurés. Alors on les verra pas, on va pas les utiliser cette année, mais voilà, je vous donne quand même cet exemple, parce que ce sont des fichiers qu'on trouve sous Linux, sous tous les Unix, qui sont des fichiers système. Un autre exemple de fichier classique que vous connaissez peut-être un peu plus, c'est les fichiers qu'on appelle les fichiers CSV, qui sont à l'origine qui ont été inventés par Microsoft dans Excel. Et CSV, ça signifie Comma Separated Values. Donc c'est des fichiers dont le séparateur est un point-virgule. Même si comma en anglais signifie virgule. Mais à l'origine, c'était très certainement la virgule qui était utilisée comme caractère de séparation dans le fichier CSV. Il faut savoir que le fichier CSV avec le caractère, la virgule comme séparateur, c'est toujours possible de trouver ça. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le point-virgule. Et ils sont sans doute passés de la virgule au point-virgule parce que la virgule était trop commune dans du texte, le point-virgule étant beaucoup moins commun. Donc c'est sans doute pour ça qu'ils sont passés de la virgule au point-virgule tout en conservant le nom de CSV, avec le C qui veut dire comma, qui veut dire virgule, puisqu'il était rentré dans le langage commun. Maintenant, on va voir la syntaxe. Donc on a parlé que les filtres s'utilisent très souvent, même si on peut les trouver aussi dans d'autres cas qu'avec des filtres, mais généralement, dans d'autres cas qu'avec les tubes, mais généralement le filtre est utilisé avec des tubes. Et la syntaxe, bien évidemment, c'est commande pipée sur filtre. Et on peut avoir plusieurs pipes qui suivent, mais déjà la commande de base, la syntaxe de base, c'est ça, une commande pipée sur un filtre. Ou éventuellement commande pipée sur un filtre supérieur à fichier. Au lieu d'avoir à l'écran le résultat du filtrage, on envoie ça dans un fichier. Donc ces deux syntaxes-là sont des syntaxes hyper communes. On peut aussi utiliser uniquement les filtres avec des redirections, c'est-à-dire au lieu d'avoir commande pipée sur un filtre, on peut très bien avoir filtre inférieur fichier. Voilà, donc on va passer le filtre, on va l'alimenter avec un fichier, et il va nous filtrer le fichier et nous produire à l'affichage, sur son stdout, à l'affichage donc, le résultat. Si maintenant je fais filtre inférieur à fichier source, espace supérieur à fichier résultat, et bien là ça ne s'affiche plus, maintenant que vous savez comment fonctionnent les redirections, ça ne s'affiche plus à l'écran, le filtre produit un résultat sur son stdout, mais comme on a un supérieur fic résultat, et bien le stdout est envoyé, c'est plus affiché à l'écran, c'est envoyé dans un fichier qui s'appelle fic résultat. Maintenant on va voir les types de filtres dont on dispose. Il n'y en a pas énormément, mais il est important de les connaître, de connaître leur existence, de savoir comment ils fonctionnent et surtout savoir à quoi ils servent. Premier filtre que je vous propose, c'est le comptage, donc WC, qu'on a déjà vu dans un CM précédent. J'avais évoqué à quoi servait WC, me semble-t-il, et je vous avais dit on va le revoir après. Et bien voilà, maintenant on le revoit. Donc WC signifie word count, donc c'est le comptage de mots.
En fait, le comptage de mots, WC va plus loin que le comptage de mots. Si on fait juste WC sur un fichier, il va nous compter les mots, les lignes et les caractères. Et il va nous afficher tout ça. Alors, d'abord les lignes, je crois, ensuite les mots et ensuite les caractères. Mais on peut passer une option, 3 options différentes à WC, le -W comme Word, qui va donc compter les mots, -L comme line qui va compter les lignes, et -C comme characters, characters, pour compter les caractères. Donc ça va dépendre un petit peu du besoin qu'on va avoir. Très souvent, c'est le -L qu'on va utiliser, puisque c'est plutôt des lignes qu'on va avoir besoin de compter. Donc compter les occurrences peut se faire très simplement, tout simplement en extrayant du fichier les lignes qui nous intéressent, et en passant le résultat, au lieu de le laisser s'afficher à l'écran, eh bien on va passer le résultat à travers, on va faire un pipe WC-L pour compter le nombre de fois que qu'on a extrait les lignes qui nous intéressent. Par exemple, si je fais un ls-l étoile.c, ça va nous lister tous les fichiers .c de notre répertoire courant. Mais si je pipe sur un wc-l, et ben ça va tout simplement nous compter le nombre de fichiers .c qu'on a dans notre répertoire courant. Autre exemple, grep Dupont inférieur à etu 2019, pipé sur un wc-l. Alors, grep, c'est une commande, je vous ai dit, on va la voir plus tard. Pour l'instant, vous l'avez pas encore vu, je vous dis juste ce qu'elle fait. Quand on fait un grep Dupont, sur notre fichier etu, enfin sur son stdin, parce qu'on a un inférieur etu 2019, eh bien, cette commande, elle va tout simplement nous ressortir uniquement, nous sortir sur son stdout uniquement les lignes qui contiennent le mot Dupont. Et si je pipe le résultat, si je laisse en faisant juste ça, ça va nous afficher ça à l'écran sur le stdin. Donc stdin, ça va être l'écran par défaut, donc on va l'avoir à l'affichage. Si je pipe sur un wc-l, et ben je vais tout simplement compter les Dupont qui se trouvent dans la liste des étudiants 2019. On verra la commande grep bien en détail plus tard, et on va avoir l'occasion d'utiliser grep et en TP de vraiment manipuler. Donc vous inquiétez pas si vous ne savez pas encore, je vous ai dit ce qu'elle fait la commande grep, mais elle fait des choses beaucoup plus raffinées encore que ça, beaucoup plus complexe, plus complète on va dire, plus complexe que ça. Donc grep Dupont, là c'est juste, retenez juste, ça extrait les lignes. Donc si on a 10 000 lignes dans notre fichier et qu'on a 3 Dupont parmi ces 10 000 lignes là, eh bien ça va juste nous extraire ces 3 lignes. Et si je fais un pipe wc-l, eh ben ça va m'afficher 3. Donc je vais savoir que j'ai 3 Dupont dans mon fichier. Filtre suivant, sort, qui permet de trier des lignes de texte. Donc la syntaxe, on va la voir en détail. Elle donc sort par défaut ça trie, mais ça trie sur l'intégralité de la ligne. On va voir les options qui sont multiples et très complètes pour pouvoir faire des filtres beaucoup plus, non pas sur l'intégralité des lignes, mais sur des portions de la ligne. Quelques usages communs, c'est sort, alors l'option -t qui permet de définir quel est le séparateur de champs. Vous vous rappelez, les champs sont des portions de chaque ligne s'appelle un enregistrement, et sur chaque ligne, on a des portions de texte qui sont séparées par exemple un séparateur, et le sort est capable de trier vos lignes sur donc certaines, c'est comme si on avait un document Excel et qu'on dise je veux, enfin Excel ou un tableur quelconque, et qu'on dise je veux trier mes données, mais je veux trier sur la 3e colonne, sur le troisième champ, donc la colonne C par exemple dans un tableur. Là c'est pareil, on va dire qu'on va trier nos lignes, et que le critère de tri, ça va être le champ
un certain champ, et on va commencer par dire -t, quel est le séparateur de champ, parce que sort, lui, il ne sait pas, il va pas faire de choix particulier. Alors, en fait, si, il va faire un choix, mais on peut forcer ce choix de séparateur en disant, bah, mon séparateur, c'est par exemple des 2 points. 2 points, le symbole 2 points. Donc -t avec le séparateur, donc le caractère séparateur, collé au -t, hein. Espace -k, le ou les champs, on va voir comment on fait avec les champs. Le ou les champs, alors on verra, quand je dis on va voir avec comment on fait avec les champs, on verra ça en TP, hein, sur la syntaxe, comment on peut utiliser plusieurs champs lors du tri. Donc -k, le champ sur lequel on va trier nos différentes lignes. Le -k signifie qui, donc c'est la clé de tri, hein, voilà, le -k signifie qui. L'option -r permet de faire un tri en sens inverse, c'est-à-dire que par défaut c'est un tri alphabétique, donc les A d'abord, les B, les C, etc. Et quand on a un champ qui commence par un A, quand on a plusieurs champs qui commencent par un A, bah c'est la deuxième lettre qui sert à identifier l'ordre comme dans un dictionnaire. L'option -n permet de faire un tri numérique. Ça c'est important quand on trie sur un champ qui contient une valeur numérique, c'est important de mettre un -n. Pourquoi? Parce que par défaut, c'est un tri alphabétique. Un tri alphabétique, ça signifie quoi? Ça signifie que la valeur 2, eh bien, elle apparaît après la valeur 10, en tri alphabétique. Pourquoi? Parce que le caractère 1 apparaît avant le caractère 2 dans la table des caractères. Donc tout comme A apparaît avant B, le 1 apparaît avant le 2, peu importe ce qu'il y a derrière le 1. Ça, c'est en alphabétique. En numérique, bien évidemment, le 2 va apparaître avant la valeur 10, puisque numériquement, le 2 apparaît avant la valeur 10. Donc c'est important, si vous avez un champ qui est numérique, pensez à rajouter l'option -n, sinon votre tri ne va pas se faire tel que vous souhaitez qu'il se fasse. On passe maintenant à l'extraction sans doublon, c'est le filtre, donc la commande unique, UNIQ, tout court, qui a une option -c, on va voir l'option -c après. Le fonctionnement donc de cette commande unique, de ce filtre qui s'appelle unique, cette commande ne fonctionne que sur une source de données, donc j'ai mis un fichier trié, mais une source de données. C'est plus juste de dire source de données que fichier, puisque si on l'utilise derrière un pipe, on ne va pas passer ça sur un fichier, mais on va passer ça sur le résultat de la commande précédente. Donc, même si j'ai mis fichier trié, il faut comprendre source de données triée. Sauf si les lignes qui sont en double sont consécutives. Si dans votre source de données, si les lignes en double sont consécutives, il n'y a pas besoin que ce soit trié. Mais si vous n'avez pas l'assurance que ces lignes soient consécutives, c'est important de vous assurer que votre source de données soit triée, par ordre alphabétique, donc triée, avant de la passer à manger à unique, qui, elle, va vous ressortir que des lignes uniques, c'est-à-dire que si on a plusieurs lignes qui apparaissent, qui sont identiques, eh bien, il va en garder qu'une seule. Exemple avec un fichier ville qui contiendrait Lannion, Rennes, Quimper, Rennes, Brest. Donc on voit que Rennes apparaît 3 fois, mais pas de manière consécutive. Donc si je passe un unique inférieur à ville, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on va avoir Lannion, Rennes, Quimper. On va encore avoir Rennes qui va apparaître, mais une seule fois cette fois-ci, puisqu'il apparaît 2 fois consécutivement, donc il ne va plus apparaître qu'une seule fois, et Brest derrière. Donc on voit que Rennes va quand même apparaître en 2e et en 4e position, parce que le fichier n'est pas trié, enfin oui, il n'est pas trié, et s'il était trié, les lignes en double, les lignes en multiples, on va dire, apparaîtraient toutes en même temps. Donc si on n'a pas un fichier trié mais que les lignes multiples sont quand même consécutives, la première syntaxe unique inférieure à ville est tout à fait satisfaisante. Maintenant, si on veut être sûr de son coup, on peut commencer par faire un sort. Maintenant on connaît la commande sort qui permet de trier une source de données.
en l'occurrence là, le fichier vil. On va s'assurer qu'effectivement la source de données qu'on va donner à manger à unique soit triée, et si elle est triée, fatalement les lignes en version multiple vont donc être toutes consécutives. Donc on va faire un sort inférieur à vil, ça on s'assure, donc en faisant ça, que tout est trié, donc on va aboutir à une source de données qui va être Brest, Lannion, Quimper, Rennes. Et maintenant on peut passer pipe unique pour produire Brest, Lannion, Quimper et une fois Rennes. Donc ça c'est une chose importante, pensez toujours que unique ne va bien fonctionner que si votre source est triée ou au pire que les lignes en double sont consécutives dans le fichier. Bien évidemment, on voit qu'en faisant ça, on a réorganisé notre source qui était vil. Les lignes ne vont plus apparaître dans le même sens qu'elles apparaissaient dans le fichier vil. Donc c'est une contrainte, enfin c'est une conséquence en fait du fait qu'on va trier notre source de données pour pouvoir passer le filtre unique dessus. Unique propose une option qui est -c qui permet de compter en plus les occurrences. Donc si on fait un unique-c inférieur à vil, ou mieux un sort inférieur à vil pipé sur un unique-c, eh bien on va avoir devant chaque vil qui était unique, eh bien on va avoir une valeur 1, et chaque ligne qui n'était pas unique, qui apparaissait plusieurs fois, on aura le nombre de fois où la ligne apparaissait. Mais on aura toujours quand même des lignes uniques. Dans notre exemple, on aurait Brest 1, Lannion 1, Quimper 1 et Rennes 3. Maintenant, la suppression de colonnes. Alors attention, il y a deux commandes qui se ressemblent, il ne faut pas les confondre. Suppression de colonnes, elle s'appelle call-rm, donc vous comprenez d'où vient le nom, call pour column et rm pour remove, donc ça supprime des colonnes, et des colonnes des colonnes de texte. Donc on a une colonne de départ et éventuellement une colonne de fin. Elle est optionnelle, la colonne de fin. On va voir dans quel cas, si on la précise pas, qu'est-ce que ça fait. Et donc cette commande call-rm permet de supprimer des morceaux de texte sur chacune des lignes. Et la partie de texte qui est supprimée, c'est la partie qui se trouve entre la colonne 1 et la colonne 2 incluse, sachant que la colonne 1, la numérotation commence à 1. Si jamais la colonne 2 n'est pas précisée, la suppression va jusqu'au bout de la ligne. Peu importe la taille de la ligne, même si les lignes n'ont pas toutes la même taille, si on ne spécifie que la colonne 1, sans spécifier la colonne 2, ça supprime de cette colonne 1 jusqu'au bout de la ligne. Quand on dit colonne, c'est bien des colonnes de caractères. C'est pas des numéros de champ dans le fichier, dans chaque ligne. C'est bien la colonne caractère par caractère. Donc la première colonne c'est le premier caractère, deuxième colonne deuxième caractère, etc. etc. Exemple, ls-l, donc ls-l affiche tout un tas d'informations, et notamment au tout début affiche des lettres parmi R, W, X ou tiré. Vous voyez qu'il y a des R, RW tiré ou R tiré, bref, c'est une série de 11 caractères dont on verra la signification plus tard. Je vous dis tout de suite, ça correspond aux droits sur les fichiers et sur les dossiers, mais c'est pas la peine pour l'instant de savoir vraiment à quoi ça correspond dans le détail. Ça sera étudié dans un prochain CM de manière très détaillée. Ces 11 premiers caractères-là, si je fais un ls-l, pipé sur un call-rm 1 espace 11, eh bien je dis tout simplement, je veux supprimer toutes les colonnes de mon ls-l, donc toutes les colonnes de la première jusqu'à la 11e colonne incluse. Je veux supprimer. Alors supprimer, c'est pas remplacer par des espaces, c'est supprimer de l'affichage, enfin supprimer de ce qui est produit par la commande sur son stdout. Comme là, on ne met rien derrière, le stdout, vous le savez, je le répète encore, mais c'est en répétant que ça rentre. Comme il n'y a rien derrière, le call-rm, eh bien, son stdout à la commande call-rm, c'est donc l'affichage.
Ça va donc supprimer ces 11 premières colonnes, et on va avoir le reste de la ligne, de chaque ligne du ls-l, à savoir à qui appartient le fichier, quelle est sa taille, sa date de dernière modification et le nom du fichier. Mais on n'aura plus les 11 premières colonnes, qui, je le répète encore, ne sont pas remplacées par des espaces, elles sont tout simplement supprimées, donc tout est décalé de 11 colonnes vers la gauche. Date pipée sur colrm 11 tout court. La date va afficher la date et l'heure du moment où on lance la commande. Je décide de supprimer tout ce qui est à partir de la 11e colonne jusqu'à la fin. Donc finalement, la date ne va plus s'afficher que le jour de la semaine, le mois et le jour du mois. Donc ça permet d'avoir une date plus courte, sans avoir la partie heure, etc. Qui se trouve un petit peu plus loin, enfin plus loin à partir de la 11e colonne. Maintenant, la commande cut qui permet d'extraire des colonnes. Alors je vous ai dit, attention, faut pas confondre certaines commandes, il y a le callrm qui était juste avant, et le cut. Alors callrm c'est pour remove, pour supprimer, et le cut c'est pour couper. Et souvent, on mélange un petit peu les deux, mais elles ne font pas la même chose. Cut fait quelque chose qui est plutôt opposé. Le callrm va supprimer des colonnes, et cut, on va dire quelles sont les portions de chaque ligne qu'on souhaite conserver. Donc on les coupe, alors on pourrait dire on les coupe, donc ça veut dire on les supprime, non mais on les coupe pour les conserver, finalement c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mon explication, j'en suis conscient, mais voilà, les deux commandes se ressemblent, et donc faut apprendre à bien faire la différence entre les deux, surtout que le callrm fonctionne avec des colonnes de caractères. Alors quand je dis ici que le cut fait des extractions de colonnes, je me rends compte qu'en fait finalement je le décris mal, ça extrait des champs et non pas des colonnes. Donc il faudrait que je rectifie un petit peu mon libellé, mon titre de commande, ça extrait des champs de chaque ligne. Ça extrait pour les conserver, pour les afficher, pour les envoyer sur le stdout. Donc tout ce qui ne figure pas parmi les champs qu'on cut, disparaît. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. On ne conserve que ce qu'on coupe. Et on a deux paramètres. On a d'autres paramètres que ça, mais ces deux-là sont très importants parce que c'est la base du fonctionnement de la commande cut. C'est -d et -f. Alors, merci les barbus, évidemment, c'est pas les mêmes options que dans le sort, alors que c'est la même idée qu'il y a derrière. C'est-à-dire que dans le sort, on avait un -t séparateur, pour dire quel est le séparateur de champ. Ici, on a un -d, et non plus -t, -d séparateur. Et dans le sort, on avait un -k pour spécifier le champ, et là on a un -f comme field. Alors notez-le bien dans votre wiki, parce que vous allez vous tromper, c'est sûr, garanti. Je vous avoue franchement que moi, je fais toujours un man de cut et de sort, parce que, alors peut-être que je fais pas l'effort, ou j'ai toujours peur de me tromper, donc je vais toujours faire un petit man. Donc en DS, vous n'aurez pas le droit à votre man, bien évidemment, vous aurez le droit à votre feuille, en principe, si vous êtes sage, je vous ai dit, vous aurez le droit à une feuille. Donc notez ça, le sort c'est -t-k, ou alors si vous vous en rappelez, tant mieux pour vous. Moi personnellement, voilà, j'ai toujours un doute, donc j'ai ça sous le coude dans le manuel, ou alors voilà, sur un bout de papier, vous notez ça, -d et -f pour la commande cut. Donc le -d avec le caractère tout collé au -d, c'est pour indiquer quel est le séparateur de champ, et -f avec le ou les champs. On va voir comment on gère les champs, comment on définit les champs quand c'est plusieurs champs. Donc pour l'instant on va dire le champ, aussi collé au -f pour indiquer quel est le ou les champs à extraire. Donc le premier champ étant le numéro 1. Exemple, cut-d 2 points. Alors on peut mettre cut-d 2 points ou cut-d et tout collé entre apostrophe 2 points.
je vous conseille de prendre cette habitude de toujours mettre les apostrophes. On va voir pourquoi dans le troisième exemple qui est donné ici. On y revient donc un petit peu après. Donc -d entre apostrophes, 2 points, espace -f, 1, enfin le numéro du champ. Donc dans l'exemple qui est là, -f1 inférieur à fichier, donc je viens donner à manger le contenu de mon fichier, à cut, qui va donc m'extraire, donc m'afficher, puisqu'il n'y a pas de redirection, il n'y a pas de tube derrière, donc sur le stdout, donc l'affichage, l'écran, va donc m'afficher le premier champ de chacune des lignes, les champs étant séparés par le caractère 2 points. 2 points, le caractère, pas point, point, 2 points verticalement. Deuxième exemple, cut-d entre apostrophe virgule, espace-f, tout collé, 3,6 inférieur à fichier. Là, on va extraire les champs 3 et le deux champs, le champ 3 et le champ 6. Pas les champs 3 à 6, hein, le champ 3 et le champ 6, parce qu'il y a une virgule. Et il faut bien que ce soit tout collé. Ne mettez pas 3, espace 6. Ça ne marchera pas. À partir du moment où il va trouver l'espace, ça ne fera plus partie du -f. Et enfin, le troisième exemple, le cut-d entre apostrophes espace, et c'est là que c'est hyper important d'avoir mis les apostrophes, parce que si vous ne mettez pas les apostrophes, l'espace va être pris comme un séparateur d'options. Donc il va comprendre, parce que on peut mettre 1, 2, 3, 10 espaces si on veut, ça sera pris comme juste un séparateur. Donc -d, si j'avais pas les apostrophes, j'aurais un -d espace -f de 2-5. Mais qui est un espace ou deux espaces après le -d, pour lui c'est un séparateur d'options. Donc on a un -d d'un côté et on a le -f qui vient derrière. Donc les apostrophes permettent de dire, attention, l'espace qui est là, c'est pas un séparateur d'options ou de paramètres, c'est le caractère espace que je souhaite spécifier comme le paramètre qui va avec le -d. Donc ce -f de -5 permet d'extraire les champs, cette fois-ci non pas 2 et 5, mais comme il y a un tiret, c'est de 2 à 5 inclus. Donc 2, 3, 4 et 5. Et le séparateur est donc l'espace. Maintenant, une autre commande, un autre filtre très utilisé qui s'appelle head, donc qui signifie la tête en anglais, donc qui nous permet de filtrer ce qui lui arrive à l'intérieur sur son stdin. Il va produire sur son stdout uniquement, alors si on met pas d'option, il produit les 10 premières lignes de ce qui lui arrive sur son stdin. Donc ça permet donc d'afficher le début de la source de texte. Alors si on spécifie un -n, alors soit -n et une valeur numérique derrière, soit directement tirer la valeur numérique. Donc par exemple -10 ou -n espace 10. Ça revient au même. Enfin -n espace 3 par exemple, et ben on lui dit qu'on ne veut juste que les 3 premières lignes. Par défaut, si on met rien, c'est les 10 premières. Donc si on met un -10 ou un -n10, c'est la même chose que par défaut. Mais si on met un -n3 ou 5 par exemple, eh bien on dit on ne veut pas 10, mais on veut les 5 premières lignes de la source de données. La commande tail qui signifie la queue en anglais, eh ben ça permet de faire la même chose que head, mais sur la fin de la source de données. Ça permet donc d'extraire des lignes donc qui lui arrivent sur son stdin, d'une source de données, d'afficher donc les X dernières lignes. Par défaut, encore, si on ne met pas d'option, -n et une valeur numérique, si on met juste tail, ça va nous afficher, enfin nous sortir sur stdout, donc nous afficher à l'écran, les 10 dernières lignes de la source de données. On peut donc spécifier une autre valeur en faisant un -n espace 5, pour dire je veux les 5 lignes, ou -5 tout court, c'est une version raccourcie, acceptable, pour dire les 5 dernières lignes. Ces deux commandes, ces deux filtres, head et tail, sont très très souvent utilisés quand on a un gros volume de lignes qui sont traitées par une commande, et que finalement on ne s'intéresse pas à ce gros volume, on s'intéresse qu'aux premières ou aux dernières lignes.
Prenons un exemple, si je fais un tri par date ou par taille sur une liste de données, et que je souhaite, alors si j'ai trié par taille, je souhaite par exemple m'intéresser qu'aux plus grandes valeurs, ou si j'ai trié par date, aux valeurs les plus récentes, par exemple, ou les plus anciennes, ou les plus petites, en fonction si c'est par taille ou par date. Prenons un exemple, ls-l grand S. Alors si vous regardez dans le manuel, vous allez voir, ls-l, vous connaissez, hein, c'est un format long. Le grand S, très certainement, vous le connaissez pas, sauf pour peut-être les plus curieux d'entre vous, mais ça m'étonnerait que vous le connaissiez. Ça permet de trier les fichiers du répertoire courant, enfin du répertoire courant ou de n'importe quel répertoire. Là je dis /bin, donc je vais m'intéresser aux fichiers qui sont dans /bin, donc qui sont des commandes système. Je vais lister donc tous ces fichiers-là en disant que je veux trier par taille, c'est-à-dire les plus gros en premier et les plus petits à la fin. Je vais avoir tout un tas de fichiers et je vais en avoir des dizaines, peut-être même une centaine de fichiers qui vont apparaître. Mais finalement, je m'intéresse qu'aux 3 plus gros. Eh bien, vous allez me dire, bah oui, il m'affiche tout, et puis avec ma souris, je vais remonter. Oui, avec votre souris, vous allez remonter. Et si vous êtes sur un environnement où il n'y a pas de souris, parce que vous n'êtes pas sur un environnement graphique, bah là, vous êtes coincé. Et puis, finalement, là, on est sur une centaine de fichiers. Si vous avez 10 000 fichiers, bah 10 000 fichiers, peut-être vous n'allez pas pouvoir remonter jusqu'à 10 000, parce que votre fenêtre ne mémorise pas autant d'historique dans le terminal. Quand vous allez remonter peut-être sur... peut-être une centaine, ou peut-être 500, ou peut-être même 1000 lignes, mais très certainement pas sur 10 000 lignes. Pas par défaut en tout cas. Eh bien, et puis plutôt que d'avoir toute cette ribambelle de lignes, autant aller tout de suite à l'objectif qui est le vôtre, d'afficher les 3 premiers. Vous vous intéressez aux fichiers les 3 plus gros. Eh bien, vous faites, au lieu de laisser aller ça à l'affichage, sur le stdout, donc à l'affichage, eh bien, vous allez le piper sur un head -3, pour dire je veux les 3 premières lignes. Et comme vous avez trié votre liste par taille avec les plus gros en tête, eh bien vous aurez les 3 plus gros qui vont s'afficher. Autre exemple, ls-l tr. Alors t, c'est pour trier par time, par date heure de dernière modification du fichier. Et le r, c'est reverse, c'est pour trier à l'envers. Si vous faites un ls-ltr, eh bien vous allez avoir à la fin de votre listing les fichiers les plus modifiés les plus récemment, qui vont apparaître à la fin. Si vous voulez ne pas avoir toute la liste, mais juste les 5 plus récents, eh bien vous faites un pipe-tail-5 et vous avez les 5 plus récents. Alors, ce ls-ltr, il est très très fréquent parce que quand on est dans un répertoire qu'on vient de modifier un fichier, par exemple, ou de créer un fichier, puis on se rappelle peut-être plus du nom du fichier qu'on a créé, ben ls-ltr, hop, à la fin du listing, vous allez avoir votre fichier en question qui va apparaître. Donc très pratique. Donc l'exemple que je donne ici, finalement, il a pas tellement d'intérêt parce que si je fais pas un pipe sur tail-5, je vais les avoir à la fin. Donc on aurait très bien pu plutôt faire l'inverse, dire -lt, mais pas r, pas reverse, c'est-à-dire on va pas les avoir du plus ancien au plus récent, on va les avoir du plus récent au plus ancien. Et là je peux faire un pipe, non plus sur un tail-5, mais sur un head-5, pour avoir les 5 premiers de la liste. Comme c'est trié par du plus récent au plus ancien, j'ai bien les 5 fichiers les plus récents. Donc l'exemple que j'ai donné là, finalement, est moins intéressant qu'avec la version head. Mais le tail a quand même son intérêt pour s'intéresser aux X lignes d'une fin de source de données. On aura l'occasion de le voir, de voir des usages de cette commande tail et de la commande head aussi, bien évidemment, du filtre tail et du filtre head. On s'intéresse maintenant à une autre commande qui s'appelle tr et qui permet de faire des transformations de texte. Tr comme translate, donc pour, alors translate traduire, mais transformer. Et la syntaxe c'est tr espace qu'est-ce qu'on veut transformer, espace par quoi on veut le transformer. C'est vraiment une commande hyper
basique, vous serez capable d'écrire cette commande-là en cours d'année sans aucun problème de l'écrire en langage C. C'est vraiment hyper simple à écrire comme commande. Et cette commande donc convertit une chaîne qui arrive sur son stdin, toutes les chaînes qui arrivent sur son stdin, en remplaçant donc les caractères qui sont trouvés dans la partie quoi par les caractères équivalents dans la partie, enfin qui sont situés à la même position dans la partie par quoi, dans le deuxième paramètre. Prenons un exemple en faisant tr espace en minuscule AEIOUY espace en majuscule AEIOUY. C'est important d'avoir le même nombre de caractères à gauche et à droite. Alors, il y a possibilité de ne pas avoir le même nombre de caractères, mais à ce stade de votre connaissance, retenez que c'est plus simple d'avoir le même nombre de caractères à gauche et à droite. Vous pourrez aller ensuite, quand vous maîtriserez mieux, aller voir dans le manuel comment on peut effectivement avoir à gauche et à droite moins de caractères, qu'est-ce que ça signifie, comment la commande traite la chose. Donc, tr AEIOUY en minuscule, espace AEIOUY en majuscule, inférieur à fichier, ça fait tout simplement la transformation dans le texte qui provient de fichier, puisqu'on a un inférieur fichier. Toutes les lettres minuscules sont converties en leur équivalent en majuscules, et tout le reste est inchangé. Tout ce qui est caractère de ponctuation, espace, les autres symboles, les valeurs, les chiffres, tout ça, ça reste inchangé, ça reste en l'état, et c'est envoyé donc sur stdout, donc à l'affichage. Autre exemple, mais cette fois-ci en utilisant des jokers à la shell. C'est-à-dire que, et là c'est important de les mettre, de les mettre entre guillemets, on n'est pas obligé de les mettre entre guillemets, mais je vous conseille de prendre cette habitude de aussi toujours les mettre entre apostrophes, les deux parties, tr entre apostrophe a-z en minuscule, espace grand A-grand Z inférieur à fichier, ça va convertir tout le fichier en majuscule, c'est-à-dire c'est un raccourci A-Z pour dire A, B, C, D jusqu'à Z, et pareil en majuscule. Autre syntaxe de la commande tr, tr-s, et on lui spécifie un caractère derrière. Ça permet de ne conserver qu'un seul exemplaire, une seule occurrence du caractère en question, quand ce caractère apparaît plusieurs fois consécutivement. Donc si par exemple vous utilisez tr espace -s espace entre apostrophes, très important l'apostrophe, parce que là je vais y mettre un espace entre les deux. Si j'ai pas l'apostrophe, l'espace il va pas le voir, il va avoir l'impression que c'est un tr-s tout court. Parce que l'espace, il va prendre ça comme un séparateur de ce qui suit derrière, c'est-à-dire ce qui suit, c'est inférieur à texte. Même s'il y a plusieurs espaces, pour lui, il s'en fout. Qu'il y ait un ou plusieurs espaces, ça le gêne pas. Mais en tout cas, ça prendra pas l'espace comme étant le caractère en question qui est à utiliser dans le -s. Donc important d'utiliser des apostrophes. Surtout pour l'espace, mais prenez cette habitude de toujours mettre l'apostrophe. Ça va donc supprimer tous les espaces multiples et consécutifs qu'on a dans notre source de données, dans notre texte. Dernier exemple, tr-d espace, alors le -s c'était pour substitute, d'accord? Non, pardon, c'était pour single, pour avoir un seul caractère. Le -d c'est pour delete, pour supprimer le caractère qui suit, donc ça permet de supprimer toutes les occurrences, alors là c'est pas les occurrences multiples, c'est toutes les occurrences du caractère en question. Si par exemple on a un caractère, imaginons qu'on ait le caractère tabulation qui nous gêne. Alors tabulation est peut-être mauvais exemple parce que vous n'allez pas savoir comment taper le caractère tabulation, on va dire le caractère virgule. La virgule nous gêne dans notre source de données. Eh bien on fait un -d espace entre apostrophe virgule inférieur à notre source de données. Et il va nous afficher, donc nous envoyer sur stdout, donc nous afficher tout notre fichier, notre source de données, mais à chaque fois que la virgule apparaîtra, eh bien il va la supprimer. Alors il va pas la remplacer par autre chose, il va la supprimer. Si vous voulez la remplacer par autre chose, c'est tout simplement un tr, la virgule par un espace, pour dire je remplace toutes les virgules par des espaces. Là c'est vraiment supprimé, donc notre texte finalement il va être plus court.
Quelques raccourcis sur des listes de caractères assez communes qu'on utilise assez régulièrement. Par exemple, le crochet 2.upper 2. Crochet fermant, cette syntaxe-là, ça signifie toutes les majuscules. Alors, c'est pas je mets ces quelques raccourcis, mais finalement, c'est pas raccourci parce que A, grand A, grand Z, ça revient aussi à dire toutes les majuscules. Mais vous verrez ensuite dans les expressions régulières qu'on verra dans d'autres commandes, donc la notion d'expression régulière vous la connaissez pas encore, mais c'est issu de ce mécanisme d'expression régulière, c'est de là que ça vient. Donc quand je dis que c'est des raccourcis, c'est pas un raccourci là, mais ça peut être sympa de le mettre sous cette forme-là parce que c'est très descriptif. Le A-grand Z, bon, on sait que c'est les majuscules, mais crochet 2.upper 2. Crochet fermant, c'est encore plus explicite que c'est tous les caractères majuscules. Pareil avec lower, pareil avec digit qui sont tous les chiffres. Point par contre a plus d'intérêt parce que ça correspond à tous les caractères de ponctuation. Et c'est un moyen facile de n'en oublier aucun. Donc les caractères de ponctuation, ça va être virgule, point virgule, 2 points. Je pense qu'il doit y avoir le point d'exclamation, le point d'interrogation, voilà, l'apostrophe sans doute, peut-être les guillemets, voilà, ce genre de choses. Tout ça, c'est dans la notion de caractère de ponctuation. Et le blank, c'est tout ce qui est espace, c'est-à-dire ce sont les espaces et les tabulations. Exemple, tr, crochet 2. Lower 2. Crochet fermant, espace crochet 2. Upper 2. Crochet fermant, ça convertit tout ce qui est minuscule en majuscule. Voilà, ça termine notre présentation sur les filtres et on va attaquer une suite à ces filtres-là. Il y a un nouveau CM sur les filtres où là on va aller plus loin dans l'utilisation des filtres.